Bon, maîtriser le droit administratif, ça peut vite ressembler à un vrai parcours du combattant, n'est-ce pas? Alors installez-vous confortablement, on vous a préparé l'ultime fiche de révision pour dompter les grands principes du procès public. On va voir ça comme une vraie masterclass, c'est-à-dire sans distraction, pensez spécifiquement pour vos révisions d'examen et pour décortiquer la jurisprudence avec une précision chirurgicale. Au programme de notre décryptage aujourd'hui, on attaque avec les fondements de la juridiction, puis l'accès et la requête, l'exigence d'impartialité, le respect du contradictoire et enfin le clou du spectacle, le jugement et l'instance. Allez, chapitre 1, les fondements de la juridiction. Parce qu'avant de comprendre comment le juge travaille, il faut absolument se demander d'où vient son pouvoir, non? Pour ça, jetons un œil à l'histoire qui nous donne vraiment les briques fondatrices. 1889, l'arrêt Cadeau. C'est une rupture totale. Fin du système un peu archaïque du ministre-juge, où, en gros, l'administration se jugeait elle-même. Le Conseil d'État devient enfin le juge de droit commun. Ensuite, on avance dans le temps, 1980, le Conseil constitutionnel valide l'indépendance de la juridiction comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Et n'oublions pas l'arrêt Huglot en 82, qui est hyper important pour les examens, il pose la règle de l'effet non suspensif. En clair, attaquer une décision ne la paralyse pas par défaut. Section 2, l'accès et la requête. Bon, concrètement, comment on franchit les portes du prétoire? Ici, on a une distinction classique, mais absolument cruciale pour évaluer la recevabilité d'une requête. D'un côté, on a l'arrêt Casanova de 1901. Lui, il valide un intérêt dit suffisant. Par exemple, le simple fait d'être contribuable local vous permet de contester les finances de votre propre commune. C'est assez ouvert. Mais attention, la limite arrive avec l'arrêt Leroux en 1954. L'intérêt doit être certain. Le juge va systématiquement balayer les griefs purement hypothétiques ou éventuels. Il faut qu'il y ait une vraie blessure juridique, pour ainsi dire. Et pour évaluer cet intérêt personnel sur un cas pratique, vous devez absolument sortir la carte de la théorie des cercles de l'arrêt Jiquiel, de 1950. Imaginez le juge utilisant une méthode de cible concentrique. Vous, le requérant, vous devez être au centre, dans le cercle direct de la décision. Il faut prouver exactement en quoi elle vous touche. Agir juste au nom de la légalité, comme un simple citoyen indigné, eh bien, c'est une voie sans issue en contentieux administratif. Allez, petite session flashcard sur les pièges de procédure à esquiver le jour J. L'arrêt Ablanet de 68, il ne pardonne pas. Vous contestez une décision implicite, il faut la preuve absolue du dépôt initial de la demande. Un intervenant volontaire qui se balade seul au milieu du procès, impossible avec l'arrêt Bénis de 2011, il doit formellement s'associer aux conclusions de l'une des parties. Et enfin, une collectivité locale qui agirait comme une simple association de quartier, grossière erreur. L'arrêt SNCMSE de 2012 rappelle qu'elle doit prouver un intérêt institutionnel qui lui est propre. Autre point essentiel à garder en tête, la procédure est de nature inquisitoire. Ce n'est pas juste un arbitre passif qui regarde deux parties se disputer, non, le juge administratif mène l'enquête. Les arrêts Quespel du Ménil et Coulon confirment qu'il a ce pouvoir immense d'exiger de l'administration tout document nécessaire pour faire éclater la vérité. L'administration ne peut rien lui cacher, sauf, bien sûr, si le document est couvert par un secret expressément garanti par la loi. On passe à notre troisième grande phase, l'indépendance et l'impartialité exigée. Là, on s'intéresse à la posture même de la personne qui rend la décision. Ce qui nous amène à une question d'examen classique et redoutable. Que se passe-t-il concrètement si la moindre apparence de partialité ou de préjugé vient flotter dans la salle d'audience? Pour répondre, il faut maîtriser cette distinction en or. Impartialité objective d'un côté et subjective de l'autre. L'impartialité objective, c'est pour éviter le préjugé structurel. L'arrêt Laborde-Métal de 2000, par exemple, interdit à une institution de juger au contentieux des faits qu'elle a déjà traités dans un rapport public. Ça semble logique. Et de l'autre côté, l'impartialité subjective, qui traque, elle, les préjugés personnels. Prenez l'arrêt Commune Sartrouville de 96, un conflit d'intérêts intolérable et sanctionné parce qu'une magistrate avait des liens de parenté directs avec un conseiller de la commune visé par le recours. Heureusement, face à ça, la jurisprudence a prévu de sacrer pare-feu pour protéger le système. On a la procédure de renvoi pour suspicion légitime, validée en 57 par la reine Nemejiaï, très rare mais très sévère. Surtout, on a la notion essentielle de déport volontaire, avec l'arrêt Thibault. Le juge qui a le moindre doute se retire de lui-même pour sauver l'intégrité du tribunal. Et puis, cerise sur le gâteau avec l'arrêt Chebaro en 2010, interdiction absolue de toute subordination hiérarchique quand on exerce des fonctions juridictionnelles. Et attention, si vous tombez sur un cas pratique hyper récent impliquant un magistrat qui bossait avant dans l'administration, mémorisez bien cette grille de lecture d'avril 2024. C'est une analyse chirurgicale en 3 étapes. 1. On décortique la nature exacte du précédent poste occupé. 2. On vérifie le temps exact écoulé depuis. Et 3. On évalue s'il y a un lien direct avec l'affaire en cours. C'est vraiment du sur-mesure institutionnel.
Quatrième partie, et on touche au cœur battant du débat judiciaire, le fameux respect du contradictoire. C'est un principe qui a pris du galon avec le temps. De simples règles générales en 1918, avec le Survils, il devient carrément un principe impératif, applicable partout, avec Société Lauta en 61. Et attention, l'histoire s'écrit encore aujourd'hui. Avec la toute récente décision Aziz Bek K en 2025, le contradictoire s'est transformé en vrai champ de bataille constitutionnel. Une loi qui essayait d'imposer un contradictoire dit asymétrique pour des raisons de sécurité de l'État s'est fait censurer net, justement pour préserver l'égalité des armes. Et c'est là qu'on croise un concept digne d'un bon film d'espionnage, les notes blanches de l'arrêt Dioury de 91. Face à des affaires de terrorisme, par exemple, le juge utilise des notes des services de renseignement complètement caviardées, sans source ni méthode d'acquisition. Ça permet d'informer le juge, de maintenir un semblant de débat, tout en protégeant à 100% le secret de la défense nationale. Astucieux, non ? Dans vos cas pratiques, si une pièce de dernière minute débarque de façon un peu théâtrale juste avant la clôture, appliquez direct la jurisprudence Lassus de 2014. Pas de discussion, c'est une liste de contrôles stricts pour le juge. Premièrement, il doit lire la pièce. Deuxièmement, il doit la viser formellement dans la décision. Et surtout, troisièmement, il doit impérativement rouvrir l'instruction pour relancer le débat si la pièce est décisive pour le litige et qu'elle ne pouvait vraiment pas être produite avant. Évidemment, comme pour tout grand principe en droit, il y a des exceptions. L'urgence absolue permet de statuer temporairement sans communication, selon un arrêt du syndicat des avocats de France de 96. Mais on trouve aussi des modulations beaucoup plus humaines et modernes. Prenez l'arrêt Chetrit de 2019, le juge a l'obligation d'adapter la logistique, par exemple avec des interprètes en langue des signes, pour que les personnes en situation de handicap puissent concrètement participer à un débat contradictoire équitable. Nous voici enfin arrivés au sommet de notre révision, l'aboutissement de toute la procédure, le jugement et la clôture de l'instance. Une règle de fer de notre système, posée dès 1922 par l'arrêt Légillon, c'est le secret absolu des délibérés. Et pour bien comprendre la fermeté de notre modèle français, l'arrêt Worou de 2003 est clair. Interdiction totale de publier le détail des votes ou les fameuses opinions dissidentes. Contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis ou même à la Cour européenne des droits de l'homme, la justice française parle toujours au public d'une seule et même voix. D'ailleurs, cette indépendance du modèle français se voit aussi dans son refus d'importer certains concepts juridiques étrangers. Vous connaissez l'estoppel ? Ce principe anglo-saxon de loyauté qui empêche une partie de changer radicalement de version pour se contredire en cours de route, eh bien le Conseil d'État a dit non merci pour le contentieux fiscal français avec la Vissas Marsadis en 2010. On garde résolument nos propres règles du jeu. Avant de rendre votre copie, n'oubliez pas ces ultimes vérifications vitales sur le jugement. Il doit absolument être motivé, ça c'est l'héritage de l'arrêt Platon. Par contre, le juge peut très bien utiliser l'économie des moyens, reconnue par l'arrêt Boileau, c'est-à-dire zapper les arguments manifestement inutiles pour gagner en efficacité. Et enfin, n'oublions jamais l'arrêt Maggera de 2002, tout justiciable a le droit fondamental inaliénable d'être jugé dans un délai raisonnable. Pour boucler notre décryptage, cette fameuse censure constitutionnelle de 2025 dont on a parlé tout à l'heure nous laisse face à une question capitale. Avec les impératifs de sécurité actuels qui poussent sans cesse à restreindre l'accès aux preuves, est-ce qu'on pourra un jour trouver le point d'équilibre parfait entre le secret d'État et l'équité totale du prétoire ? C'est une réflexion incontournable pour vos futurs examens. Le débat, on peut vous l'assurer, est loin d'être clos.